à tous. Donc, c'est la première conférence pour ouvrir ce cycle de 4 conférences du rendez-vous Tech and Bio Arboriculture aujourd'hui, donc 22 juin. Nous sommes à Montauban et le soleil ressort. Donc, on va démarrer ce cycle de conférences. Tout de suite sur la lutte contre les maladies de conservation et la maîtrise des modes de stockage pour les fruits conduits en agriculture biologique, fruits à noyaux et fruits à pépins. Et cette conférence devrait vous permettre de montrer l'avancée des travaux qui sont conduits sur ces problématiques, notamment dans les stations d'expérimentation fruitière de la région Occitanie. La présentation de ces résultats d'expérimentation sera complétée par un témoignage d'un arboriculteur bio. On avait prévu aussi le témoignage d'un responsable de station fruitière qui utilise justement les techniques qui vont vous être présentées, qui sont préconisées. Malheureusement, il est en plein boom, et donc il s'excuse de ne pas pouvoir apporter son témoignage aussi de responsable de station et son expérience par rapport à l'utilisation des techniques qui sont préconisées. Donc, je vais laisser la parole à Ghislaine Monsteil du CEFEL, qui devait faire un duo à 2 voix, mais le duo, il est quand même dans le diaporama, vous inquiétez pas, avec Valérie Gallia de la Chambre d'agriculture du Gard et qui travaille aussi à la station d'expérimentation Sud-Expé dans le Gard. Et qui, comme c'est le plein boom aussi sur l'abricot et la pêche, malheureusement s'excuse de ne pouvoir participer. Donc je laisse la parole à Ghislaine Monteil du CEFEL qui va vous en dire un petit peu plus sur ces problématiques qui sont travaillées depuis très longtemps au CEFEL au niveau des maladies de conservation des fruits. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler tout d'abord de la partie sur la pomme, la lutte contre les maladies de conservation et ensuite le mode de conservation. Alors, je vous présente tout d'abord certaines maladies qui apparaissent en conservation ou certaines au verger et qui apportent vraiment beaucoup de déchets lors de la conservation ou déjà au verger. Alors, on a tout d'abord le groupe des Gliosporioses avec 2 espèces importantes, Neofabrae vagabunda, que vous avez sur la gauche, qui ressort sur certaines variétés où il y a une forte sensibilité. Ensuite, le Colétotrichum, qui est apparu dans le sud de la France depuis 2016, avec différentes souches, et notamment certaines qui ont décimé certains vergers. Ici, autour de Montauban et dans le sud-ouest en général, on a une souche qui apparaît surtout après conservation, mais on peut voir certains symptômes déjà au verger. Ensuite, le cylindron carpon, qui est une maladie qui apparaît avec les éclatements pédonculaires et la fragilité de l'épiderme des fruits. Et le Phytophthora qui est un petit peu à part, puisqu'il va apparaître avec une projection de boue sur les fruits, donc qui va être présente soit déjà au verger, soit après en conservation avec les fruits qui sont en contact avec les palox ou le passage au précalibrage. Donc la gestion des maladies de conservation se fait tout d'abord au verger avec des traitements au verger qui vont commencer à peu près dans les 6 semaines avant récolte pour les Gliosporioses, mais qui peuvent commencer déjà dans l'été pour le Colétotrichum, puisqu'on peut avoir déjà, comme je vous le disais précédemment, l'impact de la maladie au verger. Donc, si on a des épisodes pluvieux, il va falloir commencer à traiter dans l'été. Et dans le mois avant récolte, pour les autres maladies, c'est-à-dire qui sont soit le Phytophthora ou les autres maladies dont je vais citer après des exemples. On a une importance des conditions météorologiques avant récolte, puisque la pluie va favoriser l'infection. Et ensuite, on a l'humidité qui va être persistante dans le verger, qui va favoriser la germination des spores. Et notamment, je vous mets en exemple, il faut à peu près 5 heures d'humectation pour que les Gliosporioses se développent. Ensuite, les températures douces qu'on a de plus en plus jusqu'à l'automne,
avec l'humidité va favoriser évidemment tous ces pathogènes, hein, quelles que soient les maladies, dès qu'on va être au-dessus de 20-25 degrés. Donc quand on a des variétés qui se récoltent vers le mois d'octobre, on a de plus en plus ces problématiques de pourriture. Et ensuite, évidemment, en agriculture biologique, on a la plupart des produits qui sont lessivables à des taux de pluviométrie assez bas. Alors, pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vous présente tout d'abord une comparaison de la météo lors de la saison 2017 et 2020. Alors, on s'aperçoit qu'en 2017, on a eu plusieurs épisodes pluvieux, mais petits. Et on voit avec les flèches noires qui représentent les traitements qu'on a pu traiter à peu près correctement, avec des pluies qui ont suivi, qui étaient inférieures à 20 mm. Donc, on espère dans ces cas-là que les produits de biocontrôle vont avoir une efficacité. Par contre, en 2020, on s'aperçoit qu'on a, à la fin de l'été, début de l'automne, énormément de pluie et des épisodes pluvieux longs et importants. Donc là, il a été très difficile d'appliquer les produits et on a quasiment chaque fois un lessivage des produits. Les résultats obtenus sur, sur les gléosporioses, donc, on a tout d'abord les histogrammes en orange représentent le pourcentage de fruits atteints de gléosporiose, alors que la courbe verte représente l'intensité qu'on a eue sur les fruits. Donc on s'aperçoit qu'en 2017, avec la météo qu'on a eue, on a pu réduire avec 5 amylo-X le pourcentage de fruits atteints de gléosporiose, que ce soit en sortie frigo ou après passage à température ambiante. Alors, on observe toujours les fruits après passage à température ambiante pour simuler l'attente chez le consommateur ou sur le rayon de la grande surface, du marché, ce genre de choses. Et on s'aperçoit dans cet essai-là, même en ayant appliqué donc 5 amylo-X en 2020, on n'a aucune efficacité des produits par rapport au témoin qui est non traité. Ensuite, je vous prends l'exemple sur 2017, donc avec les conditions que j'ai citées précédemment, et 2021. Alors, on s'aperçoit qu'en 2021, on a une période en octobre qui était assez sèche, mais avant, on a beaucoup de pluies très importantes. Donc, pareil, on a fait 5 applications et on peut voir que les premières ont été entièrement lessivées. Mais il y a en même temps une forte humidité qui était présente au moment de cette période-là. Pendant la période sèche, on a eu peu d'humidité. Les résultats sont les suivants. Donc, on s'aperçoit, bon, comme je vous ai dit précédemment, une bonne efficacité en 2017. Mais en 2021, on voit très peu d'efficacité par rapport aux 5 applications d'amylo-X, alors que l'on a comparé avec un effeuillage des fruits qui se développe de plus en plus depuis l'an dernier pour favoriser la coloration des variétés bicolores. Mais on a voulu voir l'impact en enlevant des feuilles si le produit, en allant directement sur les fruits, a une efficacité supplémentaire. Et on voit dans cet essai-là qu'avec la pluie qu'il a fait dans les 15 jours avant la récolte, on n'a pas eu d'efficacité. Donc là, je vous apporte des informations sur les différents produits qui sont testés au CEFEL. Alors, soit des produits qui ont une utilité sur la lutte contre les maladies de conservation, soit d'autres qui ont d'autres impacts sur d'autres maladies plus précoces ou d'autres que je vais vous présenter en suivant. Alors, tout d'abord, un premier essai dans lequel on a voulu voir si les stratégies qui servent à lutter contre la maladie de la suie et crotte de mouche vont avoir un impact sur les maladies de conservation. Donc, quand on compare ces stratégies, qu'elles soient stratégie stop, c'est-à-dire en alternance l'armicarbe plus soufre et l'amylo-X, ou la stratégie globale dans laquelle on a fait 9 applications, puisqu'on applique après des pluies effectives, quelle que soit la quantité, on s'aperçoit, et qui sont appliquées jusque quelques jours avant la récolte, on va comparer ça à des applications qui commenceront que dans les 5 semaines avant récolte.
Et on voit que quelle que soit la modalité, on n'a pas d'efficacité vis-à-vis du témoin, puisqu'on a un pourcentage de fruits atteints de gléosporiose qui est supérieur à 10%. Un autre essai, donc, avec différents produits, soit l'amylo-X qui est seul, ou avec des adjuvants qui soient des engrais ou des produits qui sont enveloppes, qui servent pour la maladie de la suie, crotte de mouche ou d'autres pathogènes, comparé au Rhapsody, ou après le Curatio, qui est utilisé notamment pour lutter contre la tavelure, qui est chaque fois appliqué après pluie. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence avec le témoin, et même certaines modalités engendrent des pourcentages plus importants, soit par rapport à un apport d'humidité supplémentaire par le traitement, soit parce qu'ils entraînent une fragilité de l'épiderme, qui va donc être une porte supplémentaire pour les pathogènes. Oui ? Oui, c'est témoin non traité, pas du tout trempé, on ne le passe pas à l'eau ni quoi que ce soit. Il n'a pas subi de traitement dans les 8 semaines avant le début des premiers traitements. Il a eu les traitements par contre anti-tavelure et tout ça. Voilà. Ensuite, on va passer au pathogène Phytophthora avec un seul traitement dans la semaine qui précède la récolte. C'est pour vraiment vérifier l'efficacité de certains produits. Donc, on crée une inoculation artificielle, entre guillemets, des fruits. Dès la récolte, on va les déposer sur un tapis d'eau boueuse pendant quelques heures et on va déclencher donc l'infection par le Phytophthora. Alors, évidemment, on prend de la boue qui est issue d'un verger non traité. Parce qu'évidemment, si le verger a été traité, notamment avec certains produits dont on va voir l'efficacité, on aura moins de chances d'avoir du Phytophthora. Donc là, on a conservé les fruits jusqu'au mois de janvier et on a les résultats suivants. Donc on s'aperçoit que l'amylo-X et le Rhapsody n'ont pas d'efficacité contre ce pathogène. Par contre, les produits à base de cuivre ont une efficacité. Alors dans cet essai-là, on avait utilisé les produits, à des doses qui sont employées pour d'autres usages. Ensuite, en 2021, on a refait cet essai, mais en utilisant ces différents produits à base de cuivre à la même dose de cuivre de 400 grammes, qui correspond à la dose de la bouillie bordelaise. Et on s'aperçoit que le fulgurant, qui est l'hydroxyde de cuivre, a la meilleure efficacité. Et ceci a confirmé des résultats qu'on avait déjà eus en 2018. Et là, on a de nouveau les produits de biocontrôle qui sont amylo-X, Blossom Protect ou Botrunk Canet, qui n'ont pas eu d'efficacité par rapport à ce pathogène. Alors, une autre problématique, comme je vous disais au départ, ce sont les autres maladies qui apparaissent en conservation. Certaines peuvent se voir évidemment au verger. Là, ce sont sur un verger de gala conduit en abaie. Sur lequel on a récolté assez tard et qui était peu chargé pour favoriser justement ce problème d'éclatement pédonculaire qui est une grosse problématique puisque ensuite en conservation, on va avoir un développement de beaucoup de maladies et notamment dans cet essai-là, on a eu le Monilia, le Botrytis et le cylindron carpon que je vous ai cité précédemment. Alors, on a deux modes de conservation dans cet essai. Tout d'abord, la première partie à votre gauche, qui est en froid normal durant 3 mois et demi, et l'autre partie en hulot, donc qui est une AC avec un taux d'oxygène assez bas, durant 6 mois. Alors, on s'aperçoit qu'on n'a pas de différence significative dans cet essai-là, mais que ce soit pour les deux modes de conservation, on a eu une bonne efficacité du Blossom Protect, qui était appliqué donc dans les 6 semaines avant récolte par rapport à la lutte contre ces pathogènes. Alors, dans ce genre d'essai, on a en plus l'apparition d'autres symptômes qui ne sont pas, ces maladies ne sont pas liées aux blessures directement,
puisque ce sont le gléosporiose dont je vous ai parlé avant, Neofabrae vagabunda, donc on nommera classique, par rapport au cholétotrichum. Et on s'aperçoit que, quelles que soient les maladies en sortie, en conservation en froid normal, on n'a pas de différence entre les modalités. Par contre, on a une efficacité du Blossom Protect et qui se retrouve aussi en hulot, puisqu'il est significativement moins attaqué par le cholétotrichum en fin d'essai. Ensuite, en 2021, on a refait cet essai-là avec d'autres pathogènes qui sont apparus en complément de ceux que j'ai cités précédemment, avec le Monilia, le Pénicillium, le Botrytis, le Cylindron carpon et le Rhizopus, qui apparaît notamment quand on fait des longues conservations, mais qui se retrouve de plus en plus dans les déchets de Palox. Donc, dans cet essai, on n'a pas eu de différence significative, que ce soit en conservation en froid normal ou en hulot. Mais on s'aperçoit quand même qu'on a eu là, contrairement à l'année précédente, aucune efficacité du Blossom Protect. Par contre, là, on a eu une petite efficacité du Botrung canet qui était utilisé pour la première fois dans ces essais. Alors, comme pour 2020, on a eu les pathogènes qui ne sont pas liés aux blessures, avec pareil les gléosporioses et le cholétotrichum. Et là, on s'aperçoit qu'on a eu plus de développement en froid normal qu'en hulot. Et on voit bien que l'amylo-X a présenté beaucoup plus de ces gléosporioses que les autres produits. Et on a un bon effet là du Blossom Protect. Ensuite, en suivant, dès qu'on a réussi à peu près à gérer tout ce qui se passe au verger, il va falloir pas s'arrêter là, parce que stocker des déchets, ça coûte très cher. Et comme je vous disais précédemment, ces maladies apparaissent aussi après récolte et se développent suivant les conditions qu'on va utiliser lors du stockage. Comme on a pu voir, certains pathogènes se développent un petit peu plus, des fois en froid normal, qu'en AC. Donc là, on a testé plusieurs techniques. Tout d'abord, le trempage dans des bains par immersion. Donc, je vous ai mis des exemples de photos avec la machine Xeda en premier. Ensuite, le douchage à l'échelle du Palox avec la machine de la société Crovara. Et ensuite, on pourrait imaginer une pulvérisation sur la ligne de calibrage ou un système qui permettrait de traiter les fruits à ce moment-là. Alors, tout d'abord, quand on va doucher ou tremper les fruits dans l'eau chaude, il va falloir tester le couple, ce qu'on appelle température-durée. Parce qu'en fonction de la variété, on va avoir une sensibilité à l'eau chaude ou non. Et suivant la durée, pareil, il faut voir à partir de quel moment la durée de trempage va être efficace ou non, trempage ou douchage. Donc là, dans cet exemple-là, on voit que le témoin trempé dans l'eau froide est atteint de 18%, alors que les autres modalités sont significativement moins atteintes. Par contre, on s'aperçoit que, à 49 degrés, on a eu moins d'efficacité qu'à 51 degrés. Et on s'aperçoit que là, quand on a été à 2 minutes et demie, on a un léger plus par rapport à 2 minutes. Alors, on a une efficacité aussi sur le cholétotrichum, donc avec pareil un trempage à l'eau froide et un trempage à l'eau froide comparé à des douchages Palox, comme je vous ai montré la machine, comme je vous ai remis là sur la gauche. Donc, on a essayé de placer à différents endroits nos échantillons. Tout d'abord sur le haut du Palox, en bas du premier Palox, en haut du deuxième Palox et en bas du dernier Palox. Parce que comme on se retrouve avec du douchage et que les jets de douchage sont tout en haut, on veut voir si la chaleur de cette pluie qui arrive sur les fruits est constante sur toute la hauteur des Palox. Donc on s'aperçoit là que en fait, tout en haut, on a une assez bonne efficacité, mais plus on va aller vers le bas, moins on diminue l'efficacité, puisqu'on se retrouve certainement avec des fruits qui reçoivent une eau qui est
on pense, inférieur à 49 degrés, qui doit être inférieur à 48, voire 47. Alors, un autre essai avec différentes dates différentes températures de trempage, sur les gléosporioses. Alors, on a essayé de voir, alors on a pris un témoin sec, un trempage à l'eau froide, et là, 2 températures de trempage, 49 et 51 degrés. Et on revient à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire plus on va augmenter la température, mieux on aura une efficacité. Ce que je voulais dire, parce que là dans le graphique, vous voyez une efficacité des fruits trempés dans l'eau froide. Alors c'est trempé dans l'eau du réseau urbain. Alors on a toujours la problématique de se dire, est-ce qu'il n'est pas chargé en certains produits, chlore et autres, qui pourraient apporter une petite efficacité par rapport aux témoins secs. Alors, comme je vous disais, on a réalisé ces essais pour voir si l'eau chaude avait un impact sur le Phytophthora. Et on s'est aperçu depuis plusieurs années qu'en effet, on pourrait régler le problème de Phytophthora avec l'eau chaude. Donc c'est intéressant parce que quand on va traiter pour les maladies de type gléosporiose, si en plus on a eu un verger qui est infecté par le Phytophthora, on sait qu'on aura l'efficacité dessus. Donc, comme vous pouvez voir sur la récolte 2018 et 2020, on a une très bonne efficacité de l'eau chaude par rapport aux témoins, puisque que ce soit à une température de 48 degrés ou 50 degrés, on a une bonne efficacité. Par contre, il va falloir tremper ou doucher les fruits le plus tôt possible par rapport à la récolte. Plus on va décaler ce traitement, entre guillemets, après la récolte, moins on aura d'efficacité. Donc là, je vous présente en plus de diagrammes sur lesquels on a trempé les fruits 7 jours après l'inoculation et on voit bien qu'on a un léger décrochage. Et quand on dépasse 7 jours, le décrochage est encore plus important. Un autre essai en 2021 où on a essayé de voir, comme je vous disais avant, on pourrait imaginer d'autres solutions que l'immersion ou le douchage. On pourrait imaginer sur la ligne de calibrage d'appliquer différents produits. Donc on a testé 2 produits, le Botrunk Canet et le Blossom Protect. Mais en fait, dans ce type d'essai, ils n'ont pas eu d'efficacité par rapport aux témoins. Par contre, le douchage, on s'aperçoit lorsqu'il est appliqué le lendemain de la récolte, on a une très bonne efficacité et une efficacité qui est supérieure avec les fruits qui sont situés en haut de la pile par rapport à ceux qui sont situés tout en bas. Évidemment, comme je vous disais tout au départ, c'est très important de maîtriser le couple température-durée. Parce que si on dépasse d'1 degré les températures pour certaines variétés, on va avoir des problèmes de phytotoxicité. Comme je vous présente là, alors c'est des brûlures de l'épiderme, où on va des fois aussi engendrer un développement des problèmes lenticellaires, par exemple lenticelle breakdown, qui est une phytopathologie qui apparaît avec des chocs de température. Donc, il est très important, avant d'utiliser cette immersion et ce douchage, de faire des tests sur les variétés. C'est-à-dire on prend des filets ou on sacrifie un palox et on essaye de voir si la température qu'on a réglée avec l'appareil va être acceptée par la variété. Alors ensuite, il y a une autre problématique. Suivant la région, on a des problématiques de sensibilité qui sont différentes. On s'aperçoit que par ici, les fruits, enfin les pommes qui sont habituées à des pics de chaleur durant l'été, qui sont habitués à avoir 40 degrés, voire au-delà, et qui des fois on n'a pas mesuré, mais peut-être elles, le ressenti, elles sont peut-être à plus de 40 degrés. Donc l'écart, quand on va les doucher, et le delta est infime, puisque pour arriver à 50, on va dire on n'a que 10 degrés. Par contre, dans le Val-de-Loire, où ils ont moins de températures très chaudes, comme on a ici, ils se retrouvent certaines années à avoir de la phytotoxicité, enfin des brûlures, donc,
avec des températures qui vont être inférieures à ceux qu'on a appliqués ici. Donc, il faut faire attention par rapport à sa situation et les températures qu'ont subi les fruits durant l'été. Alors, ensuite, on va passer donc au mode de conservation spécifique. Alors, suivant les variétés, on aura des températures de stockage qui vont varier de 0,5 1 degré à 2, 2,5, voire 3, 4 degrés. On pourra les conserver en froid normal, en AC classique, dont vous devez connaître à peu près tous les taux. L'ultra low oxygène dont je vous parlais précédemment, avec des taux d'oxygène qui varient de 1,2 à 1,8 et un maximum pour les variétés qui supportent le CO2 de 2%. Et ensuite, on a l'extrême hulot, donc avec des taux d'oxygène qui varient de 0,5 à 1% et un maximum de 1% de CO2, pareil pour les variétés qui ne vont pas être sensibles au CO2. Sinon, il vaudra mieux descendre à 0,8 voire 0,7. Donc, tout d'abord, un premier exemple où je vous montre l'efficacité de ces différents types de stockage sur la coloration du fruit, notamment pour les bicolores. Alors, une première partie du graphique vous montre le froid normal pour la même variété qui a été stockée à 1 degré ou à 2,5. Ensuite, l'hulot, pareil avec les mêmes types de températures, et l'extrême hulot, avec une sortie de frigo au mois de janvier pour le froid normal et un maintien 2 mois de plus pour l'hulot et l'extrême hulot. Et on s'aperçoit donc que l'hulot et l'extrême hulot permet, en gardant 2 mois de plus les fruits, avoir une couleur de fond qui va être presque inférieure au froid normal. Donc, suivant les marchés, c'est peut-être intéressant de garder une couleur de fond qui ne va pas être très jaune, qui va être plutôt vert tournant ou jaune tournante, on va dire. Et on voit qu'après passage à température ambiante, on a une progression de la couleur de fond qui va être plus importante en froid normal que lorsqu'on avait eu avant une conservation en hulot et extrême hulot. Et en plus, la température de stockage pour cette variété-là a été très importante puisqu'on s'aperçoit qu'on a permis de freiner l'évolution de la coloration à 1 degré et à 2,5, on a eu une évolution plus importante. Alors ensuite, l'autre critère qui est important, c'est la fermeté de la chair. Donc, on s'aperçoit que la température de stockage de 2,5 degrés n'a pas été très bonne par rapport à 1 degré. Et on a permis, avec un stockage prolongé en hulot ou extrême hulot, de maintenir une fermeté qui est très intéressante pour cette variété-là. Ensuite, on a souvent une variation par rapport au taux de sucre. Dans cet essai-là, on avait un taux de sucre qui était de 15,3 degrés Brix à la récolte. Et on s'aperçoit qu'on a augmenté un petit peu dans certaines modalités. Et c'est à peu près du même degré en sortie frigo et après passage à température ambiante, notamment pour l'extrême hulot. Donc, on voit bien qu'en gardant un petit peu plus les fruits, on n'a pas dégradé le taux de sucre. Alors, on a toujours, souvent, ces résultats sur l'extrême hulot avec des taux de sucre qui sont un petit peu inférieurs. On n'a pas trop d'explications à donner là-dessus. C'est un petit peu un mystère. Alors là, je vous apporte l'efficacité de ces modes de stockage par rapport au SCALD, donc les choses dures de prématurité qu'on rencontre sur certaines variétés. Alors là, ce sont des essais qui sont un petit peu anciens puisqu'ils dataient des premiers essais que l'on a réalisés sur Dalinette, puisque les derniers essais que l'on a réalisés au CEFEL, on n'a pas eu de variété qui était sensible à l'échaudure de prématurité.
Mais en tout cas, comme on peut voir, c'est qu'avec plus on va descendre le taux d'oxygène durant la conservation, meilleur on aura une réduction du taux de fruits atteints de SCALD. Comme vous pouvez le voir, quelle que soit l'année et l'observation. Alors une autre problématique qui ressort sur certaines variétés en AB, c'est la maladie du froid, et même on le voit en production classique. Hein. Elle va se développer dans les jours qui vont suivre souvent la conservation ou après un petit peu plus tard. On va sortir des fruits qui ont cet aspect de lanière sur l'épiderme ou carrément à l'intérieur du fruit dans la chair. Pareil, on aura toute une partie qui va être brune. Donc, ce n'est pas commercialisable et ça dégrade en plus le goût du fruit. Hein, on ne peut pas les manger. Hein. Donc, on a, comme je vous le disais, la sensibilité variétable qui est très présente. Donc, on évitera sur une variété sensible de conserver à des basses températures autour de 0,5 à 1 degré. On va favoriser plutôt un stockage à 2, 2,5, voire 3, 4, suivant les variétés. Ensuite, on a cette apparition-là aussi sur d'autres variétés qui ne sont pas spécialement sensibles, mais au moment de la récolte, avec des cueils qui vont être réalisés avec une chaleur qui est importante et une mise au froid trop rapide. Il vaut mieux, dans ce cas-là, laisser les fruits sous un hangar et attendre à peu près 24 heures avant de les mettre au frigo. Parce que les fruits chauds qui vont être récoltés à 30-40 degrés, si on les met même à 5 degrés, la température est trop importante pour supporter l'amplitude thermique. Donc, puisqu'on va être en pleine crise climatérique, donc une respiration très forte des fruits, et donc on va ajouter en plus de la récolte un stress supplémentaire des fruits. Donc j'ai fini à peu près sur la pomme. S'il y en a qui ont des questions sur la pomme. Ma question, c'est sur le trempage et le douchage à l'eau chaude. Est-ce qu'il y a eu des mesures de fait, outre l'efficacité sur le gléo, des mesures de fait sur le maintien des critères de qualité, c'est-à-dire fermeté, jutosité après conservation? Alors, dans ces essais-là, non, puisque ce sont les résultats dernièrement acquis, on va dire. Mais il y a plusieurs années, il y avait eu un gros projet qui était notamment pour lutter contre les chaudures de prématurité et sur lesquels on avait fait justement des trempages, des choses comme ça, et on avait mesuré tous les critères fermeté, sucre, acidité. Et il n'y avait pas réellement d'influence du douchage ou du trempage sur ces critères-là. Les essais avec le Blossom Protect, dans ce cas-là, le Blossom est associé aux produits à base d'acide citrique de la société ou pas? Non, c'était le Blossom Protect tout seul, pur, quoi. Voilà. Concernant la lutte phytosanitaire, est-ce que certains produits peuvent favoriser les éclatements lenticellaires et donc favoriser la présence du glosporiose dans ces lenticelles? Donc, est-ce que vous avez identifié ces produits-là, comme le Curatio? À un moment donné, on voyait qu'il était très très fort par rapport aux témoins. L'Armica, oui, je pose la tout question. À fait. C'est ça. Voilà. C'est en fait la plupart des produits qui sont utilisés pour lutter contre la maladie de la suie crotte de mouche, qui sont donc très abrasifs, on va dire. Eh ben, ceux-là, plus on va les... Dans d'autres essais il y a quelques années, on les a testés et ils engendraient vraiment plus de gléosporiose, notamment, parce que comme ils fragilisent l'épiderme, eh ben, le gléosporiose, il se fait un plaisir de se fixer dans les lenticelles et se développer après en conservation. C'est pour ça que c'est une difficulté d'arriver à lutter contre certaines maladies, mais qui va être néfaste contre les maladies de conservation, en fait. Voilà. Ma dernière question, et après je vous enquiquine plus. Oh, vous m'enquiquinez pas, il n'y a pas de souci. Vous parliez de mettre une lutte en place 6 semaines avant la récolte.
est-ce que c'est pas judicieux? Est-ce que ça a été testé de traiter il y a certaines variétés comme Gold Rush qui peut faire des éclatements lenticellaires très tôt en saison. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à commencer à traiter dès les premiers éclatements de lenticellaires, puisqu'on sait que le Glosporieuse peut se nicher sur cette variété-là qui est très sensible au gloé? Oui. Alors, elle est très sensible au gléo et au Colétotrichum aussi. Donc, c'est pour ça, comme je disais précédemment, pour lutter contre le Colétotrichum, il faudra mieux commencer plus tôt, justement. Parce que les gléos classiques, Neofabrae vagabunda, elle, c'est à peu près dans les 6 semaines. Elle n'arrivera pas avant à se loger, normalement. Mais comme il y a le Colétotrichum en plus, et que Gold Rush est très sensible au Colétotrichum, il vaudra mieux commencer, on va dire, dès qu'elle commence à jaunir un petit peu, là, quand elle est encore un peu verte et qu'elle est bien lisse, il vaudrait mieux commencer à ce moment-là, en fait. On va continuer l'exposé. Vous gardez vos questions pour une fois qu'on aura passé les fruits à noyaux. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire pareil sur les fruits à noyaux. Donc, alors, tout d'abord, je vais vous présenter un gros projet qui a débuté en 2021, qui ira jusqu'en 2023, qui s'appelle MACFAN. Donc, méthode alternative pour la conservation des fruits à noyaux. Donc, sur 3 actions. Tout d'abord, une première action qui est la thermothérapie en post-récolte, les traitements post-récolte avec des produits de biocontrôle, et ensuite l'approche système essai en verger des fûts en cumulant les traitements post-récolte. Alors, c'est un projet qui est validé, enfin qui est accepté par France Agrimaire et qui est financé par les cases d'art. Le chef de projet, c'est Sudexpé, et en particulier Sudexpé Saint-Gilles. Donc, les partenaires sont les suivants, donc bon, le CEFEL, la SICA Centrex, l'AREF et le CTIFL de Saint-Rémy. Alors, les premiers résultats, je ne vais pas vous les mettre en chiffré, ce sera plutôt des tendances, puisqu'on ne va pas tirer des conclusions sur une première année d'essai. Donc, tout d'abord sur l'action numéro 1, qui a été mise sur la thermothérapie de petits lots d'abricots, avec les différentes variétés que vous avez là. Un témoin sec, ensuite un témoin trempé dans l'eau froide, et 2 températures de trempage eau chaude, une 56 degrés pendant 50 secondes et une 58 degrés pendant 25 secondes. Alors, les cases qui sont en vert foncé représentent ce qui est significatif. Donc, on s'aperçoit que sur 3 variétés sur 4, on a une bonne efficacité du trempage à l'eau chaude pour lutter contre le Monilia à partir de 56 degrés et sur 2 variétés sur 4 sur 58 degrés. Alors, on monte autant les températures puisque le Monilia est quand même résistant aux températures. Donc, dans la littérature, on dit qu'il faut être entre 58 et 60 degrés en général. Ensuite, l'essai qui est mené sur, on va dire en grande échelle, sur 2 variétés de prunes américano-japonaises. Alors, évidemment, elles ne sont pas produites en AB, mais elles n'ont pas reçu de traitement antifongique dans le verger dans le mois, avoir 2 mois avant la récolte. Donc, on pourrait s'imaginer avoir le même genre de résultat pour des variétés qui seraient produites en AB. Et ensuite, Mirabelle. Donc, toute la première partie du tableau représente des trempages avec des températures différentes et des durées différentes. Et la deuxième partie, des douchages, pareil, avec comparaison sur la machine Crovara comme précédemment sur la pomme, haut du palox et bas du palox. Alors, on s'aperçoit qu'on n'a vraiment que 3 modalités qui sont ressorties, avec le trempage 30 secondes à 61 degrés, ou alors le douchage avec la machine Crovara sur des fruits qui étaient situés en haut de la pile. La deuxième action sur laquelle il y a plusieurs essais, le premier, c'est les traitements post-récolte avec la vérification de l'efficacité d'un produit qui s'appellera l'Alfresh, qui est détenu par la société l'Allemand,
dont vous avez un stand dans le village des exposants. On espère l'homologation en 2022, donc à voir. Le dosage est de 9 grammes par tonne de fruits. Alors, il est appliqué uniquement en post-récolte. Donc, la matière active, je vous laisse la lire, hein, parce qu'avec ces noms à coucher dehors. Donc, les résultats sur les deux espèces, que ce soit pêche ou prune américano-japonaise, on a tout d'abord une meilleure efficacité du lal fraîche lorsqu'il a été appliqué en cours de conservation pour lutter contre les monilias. Et on a une variabilité de l'efficacité avec deux types de mouillage. Un mouillage assez élevé, un mouillage plus important. Et sur la pêche, on avait une pression forte à très forte de monilia dans cet essai-là. Et on a une efficacité du lal fraîche qui a été décevante, contrairement à d'autres essais. On n'a pas eu d'effet sur 3 des situations et un effet partiel sur une des situations. Un des autres essais de cette action 2 est le screening de produits. Donc, on a essayé de voir différents produits qui avaient une action antifongique, pas spécialement en post-récolte. Hein, donc, on a essayé de balayer tout ce qui est homologué en AB. Donc, je vous ai mis là les différents produits avec des actions soit sur la pêche blanche, la nectarine blanche, la nectarine jaune et sur Tissison, donc une variété de prune américano-japonaise. Alors là, pareil, on a des efficacités dans les encadrés colorés jaunes et verts qui sont significatifs. Alors soit significatifs, mais sans aucune efficacité, même qui a empiré le pourcentage de fruits atteints de monilia pour les différents produits, et une efficacité significative, mais en réduisant le taux de pourcentage atteint de monilia avec le lal fraîche sur une pêche blanche. Ensuite, un troisième essai dans cette action 2, qui est la comparaison du trempage ou la pulvérisation de produits de biocontrôle. Alors tout d'abord avec un produit de biocontrôle qu'on prend au hasard et un autre avec le lal fraîche automatiquement, où on aura une combinaison avec l'eau chaude. Donc tout d'abord pour la prune, on n'a pas eu une bonne efficacité, enfin on n'a pas eu une très bonne efficacité du produit. On avait utilisé le Noli qui a pas été très bon là. On a eu une bonne efficacité, que ce soit du trempage et du douchage, à 57 ou 60 degrés par contre. Et on a eu une efficacité variable du douchage et du trempage en combinaison avec le lal fraîche. Et pour les pêches, donc on a eu un excellent effet choc du lal fraîche au départ, enfin de la thermothérapie au départ, mais avec une combinaison des deux qui est intéressante, mais qui a présenté quand même un taux de monilia un petit peu plus élevé que la thermothérapie seule. Ensuite, donc la troisième action, avec un essai qui a été mené sur la variété Sandine à Sudexpé Saint-Gilles. Donc 3 modes de conduite. Tout d'abord la PFI, bon, voilà, avec des traitements classiques. Donc l'éco-phyto numéro 1, donc tout produit que des produits de biocontrôle, pas de chimiques. Et ensuite l'éco-phyto numéro 2, donc ils ont dans les vergers, avec l'objectif 0 résidu, mais en utilisant un produit chimique en précoce, puis après des produits de biocontrôle. Donc, ces modalités ont été stockées au froid pour voir le développement des monilias, en comparaison avec ces modalités-là qui ont eu en plus le traitement lal fraîche au moment de la récolte. Alors, il y avait une pression qui était moyenne à la Sikka-Centrex et on n'a pas eu de différence entre les modalités PFI et Eco 1, donc tous les produits de biocontrôle. Pas de différence pour le traitement post-récolte sur les modalités éco-phyto.
Par contre, ils ont eu une bonne efficacité de la modalité PFI avec le traitement l'ALFRESH. Mais bon, c'est PFI. Ensuite, à Sudexp, eux, ils ont eu une pression qui était moyenne à forte, suivant les variétés, avec une excellente efficacité de la stratégie PFI, évidemment, un intérêt de l'application précoce de Prolectus, qui était cité précédemment dans la modalité Ecophyto 1, et une bonne efficacité du l'ALFRESH quand il a été appliqué après récolte sur la modalité Ecophyto. Ensuite, les modes de conservation. Alors, pour la prune américano-japonaise, on a plusieurs solutions. La température de stockage est toujours de 0,5 à 1 degré maximum. On ne va pas, comme la pomme, aller à 2-3%. Ce n'est pas possible. Une atmosphère contrôlée de 2 à 3%, en montant, en acceptant un CO2 jusqu'à 3%. On peut utiliser aussi les absorbeurs d'éthylène, soit par des méthodes de catalyse ou d'absorption par les billes d'argile imprégnées de permanganate de potassium, qui permettent d'obtenir des valeurs inférieures à 1 ppm d'éthylène. Et on va classer ensuite ces variétés par rapport à leur potentiel de stockage. Alors, tout d'abord, un faible potentiel qui est inférieur à 4 semaines, sur lesquels on aura une dégradation de l'épiderme au-delà de cette durée. Et ensuite, les variétés à fort potentiel, où on va aller au-delà de 6, 8, voire 10 semaines. Et entre les deux, on va dire qu'on aura un stockage, un potentiel moyen. Tout d'abord, je vous présente les résultats obtenus suivant ces différents modes de stockage sur une variété à faible potentiel, qui est grenadine. On s'aperçoit sur ce graphique que quelle que soit la fermeté mesurée au durophèle, qui représente l'impression qu'on a au toucher du fruit, ou la fermeté de la chair, donc qui est le pénéphèle, on a un maintien de la fermeté par l'atmosphère contrôlée, et on a un léger plus lorsqu'on absorbe l'éthylène dans l'enceinte de stockage. Alors, sachant que grenadine est une variété qui va dégager de l'éthylène dès le départ de la conservation. Ensuite, on a une influence sur l'acidité, puisqu'on s'aperçoit qu'en fin d'essai, on a un meilleur maintien de l'acidité avec l'atmosphère contrôlée, qu'il y ait eu un appareil ou non d'absorption d'éthylène. Alors, comme je vous disais plus tôt, pour pouvoir vérifier le potentiel des fruits, donc on va jusqu'au brunissement interne des variétés. Donc, dans cet essai-là, comme elle est sensible au brunissement interne, on a essayé de voir si on allait jusqu'à 6 semaines de conservation, si l'atmosphère contrôlée permettait de réduire cette problématique. Et on s'aperçoit qu'au bout de 3 semaines, suivi de 4 jours, on a nettement moins de fruits atteints de brunissement interne en ATC. Et en sortie, après 6 semaines, dès la sortie, on n'a pas de fruits atteints. Par contre, lorsqu'on passe à température ambiante, on va avoir 100% des fruits atteints. Donc, c'est vraiment la limite des 5 semaines. Ensuite, l'exemple sur les variétés à fort potentiel. Donc, on s'aperçoit que, quelle que soit la fermeté, que ce soit le durophèle ou le pénéphèle, on a un meilleur maintien avec l'atmosphère contrôlée qu'en froid normal. Alors, je ne vous ai pas mis les autres critères pour ces variétés qui se stockent très longtemps, puisque les autres critères, que ce soit sucre-acidité, on n'a pas de grosses variations entre les deux modes de stockage. Alors ensuite, pour la conservation des abricots, pêches, nectarines, on ne peut pas parler vraiment de conservation puisqu'elle est très courte en soi. Souvent, c'est vendu assez rapidement. Donc, c'est maintenu quand même en froid normal à 0,5-1 degré. Et comme je vous disais précédemment, par rapport à la prune américano-japonaise, on ne peut pas parler de stockage. Alors, merci de votre attention. Donc, je vais faire venir sur le podium le producteur
qui va vous parler de son expérience. Bon, alors, je suis Christian Solé, je suis arboriculteur à La Roque des Albères. Ça se situe à côté de Coyour. Comme ça, on voit à peu près où c'est. J'ai une cinquantaine d'hectares, 80% de pêche et nectarine abricot, figues et pommes. Voilà. Je suis en AB depuis 1999, en biodynamie depuis 2012 et en agroforesterie et permaculture depuis 4 ans. Moi, j'ai un climat adapté, c'est-à-dire que 165 jours de vent, c'est important ce que je dis, 165 jours de vent par an, sec, qui est la tramontane. Donc, c'est un climat, il ne pleut pas tous les jours, quoi. Donc, ça assainit. Et on recherche beaucoup la matière sèche du fruit. Plus c'est petit, plus c'est mignon, plus c'est gros, plus c'est douteux. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la matière sèche permet une conservation naturelle. Dans mon circuit de commercialisation, on ne recherche pas les gros fruits, on recherche tout ce qui est plus petit. Donc moins d'eau, beaucoup de matière organique au sol. Mais ça, je sais que ce n'est pas le rôle de parler de la conservation, ce n'est pas le pchit après la récolte. C'est tout ce qui se passe avant, surtout. C'est primordial. L'eau, l'azote, la matière organique, l'aération du verger, et autre chose. Voilà, donc la thermothérapie, nous a permis de réduire importantement, pas complètement, la présence, il y en a toujours, hein, et surtout la durée de vie de la pêche, pendant, surtout chez le client. C'est ça qui est important. Le client, il était content parce qu'il avait moins de pourriture monilia. Voilà un peu. Je ne peux pas, en 5 minutes ou 10 minutes, parler de tout ce que je fais, quoi. Voilà. Pour la pomme, moi, en plus, je cueille, j'ai une trentaine d'hectares, 30 tonnes de pommes que je vends en circuit court. Voilà. Tout ce qui est en conservation, je le fais en lune vieille. Vous me suivez? Tous les lots que je cueille en lune vieille, je les garde pour plus tard. Par rapport au LAL fraîche, vous avez porté beaucoup d'espoir dessus au début d'intervention. Oui. Et d'après les résultats que vous nous avez montrés, l'efficacité, elle est pas terrible, voire quasi nulle. Est-ce que ça sert à quelque chose de pousser des produits comme ça, qui vont avoir un coût forcément pour les arboriculteurs, de pousser pour les homologuer, sachant que derrière, il y a une efficacité qui est moindre quasiment que la thermothérapie? Oui. Alors, on va dire que les résultats sont variables. Parce que lorsqu'on a commencé les premiers essais avec la société l'Allemand, on a eu certaines années des très bonnes efficacités. La problématique, c'était notamment pour la pêche, où il y a énormément de monilia après récolte. Donc sur la pêche, notamment sur la pêche, oui, il y avait de meilleures efficacités que sur la prune. Alors après, il faut voir quelles vont être les conditions au moment de la récolte et avant récolte. Quelles vont être les conditions si on va estimer qu'il va falloir utiliser le LAL fraîche ou non, en fait. J'ai envie de dire que ça sera au cas par cas. Parce que si on a eu des conditions, on n'a pas pu traiter avec des produits de biocontrôle au verger pour lutter contre les monilias qui sont plus ou moins efficaces, après on aura du mal évidemment à stopper le développement des pourritures en conservation avant de vendre, quoi. Je suppose que le projet McFan va concerner aussi la cerise. Non, je suis désolée. Non, okay. Non, c'est vraiment que pêche, nectarine, abricot et prune, America mono-japonaise et Mirabelle. Mais on n'a pas prévu parce qu'en fait, la cerise, pareil, on la conserve encore moins longtemps que les autres fruits et elle est un petit peu à part, quoi, on va dire. Oui, juste sur la. Est-ce qu'on peut conclure en fait sur l'efficacité de justement de ces produits, quoi, où c'est vraiment difficile, mais notamment l'amylo-X sur les pommes, la conservation des pommes, où c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine efficacité, mais voilà, à d'autres moments où je crois que c'était en 2021 où là il n'y avait vraiment pas d'efficacité par rapport aux témoins. Donc bon, est-ce qu'on peut conclure voilà. Ben, en fait, tous ces produits de biocontrôle, ils vont être difficiles à appliquer dans des conditions climatiques qui vont être très pluvieuses, très humides, puisqu'ils sont la plupart sensibles au lessivage.
Donc quand on a 5-6 jours consécutifs avec 10-15 mm de pluie tous les jours, c'est difficile, quoi. Et puis souvent, même si on retraite au bout de cette phase de pluie, on n'est même pas sûr qu'après, il ne repleuve pas et que ça soit relessivé. Donc c'est toujours la problématique parce qu'en plus, on essaye de traiter avant pluie. Alors, suivant les sites, on nous annonce 10 mm et en fait, il va en faire par exemple que 0,1, 0,2. Et puis la fois d'après, on va nous en annoncer 1-2 mm et il va en faire 40. Donc c'est vraiment une problématique pour l'application, quels que soient les produits de biocontrôle. Hein. C'est pour ça qu'il faut essayer de tabler, de se dire, bon, j'ai pas pu traiter au verger, mais dans ce cas-là, j'estime que je ne traite pas parce que je vais gaspiller de l'argent avec ces produits-là. Cet argent que je vais économiser en ne traitant pas, je vais essayer de le mettre dans le post-récolte et essayer de voir quelque chose qui va tenir un peu mieux, quoi. Parce que quand on va devoir cumuler les deux, ça va avoir des coûts importants. Et toujours la problématique du trempage ou du douchage, qui est l'utilisation de l'eau et l'utilisation de l'électricité, puisque ce sont du matériel qui consomme électricité ou autre. Vous retrouverez tous ces éléments, donc la vidéo et les diaporamas sur le site Tech Bio et le site des chambres d'agriculture d'Occitanie. Et vous pourrez poser vos questions à Ghislaine. Elle sera sur le stand du CEFEL en remontant vers la zone restauration. Voilà. Bon salon à tous. Audio